Moi, je ne suis pas bonne du tout en calcul et en mathématiques parce que j'avais un papa qui était directeur financier et qui disait tout le temps « mais c'est pourtant pas compliqué ». Et donc moi je peinais, quand il fallait faire des pourcentages, je voyais arriver le truc des pourcentages, je lisais, je commençais déjà à me stresser. Ça veut dire que j'avais déjà une série d'écoutilles qui se refermaient, je ne pouvais pas emmagasiner grand-chose. Et lui venait au-dessus de mon épaule en disant « quoi, t'as toujours pas fini, mais pourtant c'est pas si compliqué, termine ». J'étais dans un état de stress, pareil avec les fractions, quand il fallait commencer à inverser les dénominateurs machin. Et quand après des personnes plus ouvertes, plus douces, plus accueillantes m'ont dit « attends, je vais te montrer, ça m'a l'air difficile pour toi et c'est vrai que c'est pas facile. Oh, quelqu'un qui pense comme moi, waouh !» Alors, c'est pas facile, moi non plus j'y arrivais pas quand j'étais plus jeune, mais après j'ai compris un truc et je vais te montrer comment ça marche. Ah, voilà quelqu'un qui a une expérience comme la mienne et qui va sans doute le prendre par la main, de façon sécurisante pour m'amener à apprendre. Il n'y a rien de pire à un enfant que de dire « c'est pourtant pas difficile ». Mais de pouvoir lui dire « oh, je comprends, dis donc, c'est vraiment pas facile ce qu'on te fait faire là. Montre-moi un peu. Ah, je me souviens, j'avais aussi du mal. Un pieux mensonge n'est pas forcément si grave. J'avais aussi du mal, moi, avec ton truc, là, machin, mais j'avais un petit truc, je vais te montrer comment ça marche. » Parce que l'émotion va nous aider à apprendre. Émotion et cognition, ça va vraiment ensemble. Pareil pour l'attention. Je pense que quand on est monocorde, monotone et qu'on lit son texte, on suscite peut-être moins d'intérêt que quand on parle un peu plus avec les gens qui sont face à nous. Moi, j'aime bien voir des personnes qui réagissent, etc. Ça cautionne ce que je dis. Ou quand je vois que ça fronce les sourcils, ça me permet de dire « si je n'ai pas clair, peut-être que j'en rajoute une couche. Il faut que je redonne un exemple. » Vous voyez, donc c'est important de pouvoir être en relation pour pouvoir travailler. Une autre fonction des émotions, c'est qu'elles sont aussi vraiment une source d'informations extraordinaire sur ce que nous sommes et ce que sont nos besoins. Par rapport à justement ces informations autour de l'analyse transactionnelle qui, moi, me vont très très bien et que j'utilise beaucoup dans l'aspect... Parmi les deux volets dans lesquels je travaille, il y a la psychothérapie générale, mais il y a le trouble alimentaire, anorexie, boulimie et les autres troubles associés, et j'ai l'aspect de l'inceste aussi. Et là, les émotions, elles ont tellement été malmenées que c'est très difficile de permettre à ces personnes de reconnecter les émotions et les mettre en mots. Et j'ai trouvé vraiment les outils de l'analyse transactionnelle, je me suis formée à différents courants, et dans l'aspect des émotions, je m'accroche beaucoup aux théories de l'analyse transactionnelle. La tristesse, par exemple, on résout ça en disant, ça appelle une consolation. Le besoin qui se cache derrière la tristesse, c'est d'être consolé. Derrière la peur, c'est d'être rassuré. Derrière la colère, c'est la notion de changement qui doit s'imposer. Et dans l'aspect de la joie, c'est le partage. Et contrairement à ce qu'on dit, je le dis de temps en temps, c'est vrai que j'ai rarement des personnes dans ma consultation qui viennent s'asseoir en disant « Bonjour madame, je suis venue vous voir parce que je suis joyeuse ».